Bonjour à tous, petit message pour vous signaler d'être présent demain à 18 heures sur notre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que c'est un peu Noël avant l'heure, on vous fait un cadeau. On vous offre un extrait exclusif de notre prochain documentaire sur Koursk. Une équipe d'Omerta, en effet, en exclusivité, a pu se rendre dans le saillant de Koursk, là où l'armée ukrainienne occupe une partie de la Russie. C'est un documentaire exceptionnel, donc soyez à l'heure demain 18 heures sur la chaîne YouTube d'Omerta. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL, votre rendez-vous du mardi soir. Nous allions évoquer ce soir l'emprise de l'Empire américain sur les esprits français, plus particulièrement sur les esprits des élites françaises, mais évidemment l'Amérique nous surprend encore avec la tentative d'assassinat visant Donald Trump. Nous sommes une nouvelle fois embarqués dans un scénario quasi hollywoodien. Nous allons donc parler de Trump et de l'Empire américain et dans l'absolu de sa violence avec Stanislas Tarnowski, rédacteur en chef du magazine Omerta, dont le 6e numéro sort cette semaine, Trump, l'Empire contre-attaque. Bonsoir Stanislas Tarnowski, merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Bonsoir Edouard Chano, merci de votre invitation. Alors, votre intention, si je vous ai bien compris, c'était de prévenir les Français. La présidentielle américaine est aussi la nôtre, écrivez-vous dans ce magazine, Stanislas Tarnowski. Nous nous passionnons pour cette élection parce qu'elle est celle, malheureusement, dirons-nous, de nos maîtres. Est-ce cela ce que vous vouliez dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très clair. Quand on voit la presse française, tout le monde se passionne, enfin à peu près comme si on avait le droit de vote aux États-Unis. Bon, le suzerain américain ne donne pas encore le droit de vote à ses affidés, mais malgré tout, les États-Unis ont un rôle majeur dans la politique internationale, dans la politique française. De plus en plus, d'ailleurs, nous sommes assujettis à l'Empire américain. Bien volontiers pour la plupart de nos responsables. Nous allons revenir là-dessus, sur cet aspect volontaire. Et donc, c'est ce que nous avons voulu mettre en avant dans le magazine. On part de cette élection américaine donc, qui passionne les foules, qui, comme vous l'avez dit, est un scénario digne des plus grandes productions hollywoodiennes, avec de la passion, du drame, des tentatives d'assassinat, du sang, enfin voilà. Et on va plus loin que ça, puisqu'on examine l'influence américaine sur le monde, et particulièrement sur la France, que ce soit d'un point de vue politique, diplomatique, militaire, culturel, économique. Voilà, on essaye de balayer un petit peu tous ces secteurs qui font que les États-Unis, actuellement, sont nos suzerains, nos overlords, comme dirait la célèbre opération du débarquement allié en 1944. Du drame, du sang, avez-vous dit. Revenons donc un instant sur la tentative d'assassinat ayant visé il y a 48 heures Donald Trump. Trump, c'est un phénomène. Eh bien, cette deuxième tentative, le visant, nourrit encore davantage ce phénomène. Il s'appelle Ryan Wesley Routh. Il a 58 ans et il a été arrêté le 15 septembre au soir à Palm Beach, en Floride. Selon la presse américaine, un agent des services secrets a repéré un canon à fusil dont la lunette dépassait de la clôture du terrain de golf de Donald Trump, alors que l'ancien président était en train d'y jouer. L'agent a immédiatement ouvert le feu, forçant le suspect à s'échapper des buissons où il se cachait. Ross a tenté de fuir dans une voiture noire avant d'être arrêté. Ce constructeur de logements à Hawaï possédait un casier judiciaire depuis plusieurs décennies. Depuis le début du conflit en Ukraine, Routh s'était engagé en faveur de Kiev, levant de l'argent pour ses soldats. L'AFP l'avait d'ailleurs interviewé lors d'une manifestation dans la capitale ukrainienne en avril 2022. Poutine est un terroriste et il faut en finir avec lui, avait-il déclaré alors. Je suis prêt à me porter volontaire, me battre et mourir, avait-il aussi écrit sur Twitter en mars 2022. Alors Trump est souvent, quasi chaque semaine, qualifié de conspirationniste, mais maintenant ses partisans se demandent s'il n'est pas lui aussi victime de conspiration. Y croyez-vous en fait à cela, Stanislas Tarnowski ? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est quand même la deuxième tentative d'assassinat en 2 mois. Ce qui est très frappant entre cette tentative-là et la précédente, c'est d'une part la réaction des services du Secret Service, qui
qui ont péché par une forme d'inaction et de passivité lors de la tentative du mois de juillet et qui là ont été beaucoup plus réactifs. Ce qui est certain aussi, ce que ne disait pas votre sujet, c'est que donc cette personne était non seulement un fervent soutien de l'Ukraine, mais était également enregistré comme électeur démocrate. Alors de là, y voir une conspiration. Alors, il a voté démocrate, il a aussi voté Trump, il a été indépendant. Bon, on a l'impression que c'est quand même un personnage assez fantasque. Oui, le premier, oui. Le second, d'après les informations que j'ai vu passer, était quand même enregistré comme électeur démocrate. Bon, de là y voir une conspiration. On n'ira peut-être pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est que il y a une polarisation et une violence dans cette campagne électorale qui est manifeste. Les propos, enfin, qui sont tenus à l'égard de Trump, voilà, enfin, sont totalement inimaginables en France. Enfin, il y a des gens qui se réjouissent, qui regrettent qu'il ne fût pas mort. Il y a des responsables ou des partisans du Parti démocrate, voilà, qui expliquent que Trump c'est le diable, c'est le danger fasciste. Enfin, tout ça suscite très clairement, dans un pays où l'accès aux armes est extrêmement facile, comme on le sait, des réactions comme celles qu'on a pu voir là. Bon, même si évidemment ces tireurs, pour autant qu'on sache, pour l'instant, sont des tireurs isolés. Mais voilà, ils sont probablement un petit peu déséquilibrés, comme on dit. Alors, pour l'heure, dans les sondages nationaux, je souligne, il y a un très léger avantage pour Kamala Harris, la candidate démocrate, mais bien malin celui qui parviendrait déjà à prédire tous les États qui pencheraient en faveur de l'un ou de l'autre. Mais plus concrètement, je reviens sur votre magazine, Stanislas Tarnowski, que risquons-nous, nous, Français, nous, Européens, avec l'un ou avec l'autre, avec Trump ou avec Harris ? Alors, c'est une excellente question. De fait, on le soulignait en introduction, les Américains sont nos suzerains, que ce soit par l'Union européenne, par l'OTAN, par la complaisance, disons, ou le goût qu'ont de nombreuses élites pour servir les États-Unis. Nous sommes sous leur coupe économique, politique, militaire, diplomatique. Après, qu'est-ce que ça va changer si c'est Kamala Harris ou si c'est Donald Trump qui est élu ? Nous resterons sous leur coupe, ça c'est une certitude. Ce qui est certain aussi, c'est que l'un et l'autre ont des visions qui sont très diamétralement opposées en ce qui concerne à la fois leur projet de société et leur politique internationale. Donald Trump s'affirme comme étant beaucoup plus isolationniste. Il veut s'occuper de l'Amérique d'abord. On peut souligner que lors de son premier mandat, il a été le premier depuis une cinquantaine d'années à ne pas ouvrir de nouveaux fronts. Ce qui est quand même assez significatif. On a eu chaud quand même à certains moments, avec l'Iran, avec la Syrie, en Syrie. Ça a pu être tendu, avec la Corée du Nord, mais finalement, c'est un homme d'affaires, il préfère trouver des deals, comme il dit, voilà, trouver des arrangements. Il n'est pas sûr qu'il y réussisse à chaque fois. Kamala Harris, elle, a dans son équipe, toute l'équipe de Biden, qui est beaucoup plus interventionniste, qui est beaucoup plus offensive, en fait, sur le front international. Donc, il est à craindre qu'une présidence Kamala Harris soit plus déstabilisante pour les équilibres, si on peut encore appeler ça comme ça, mondiaux. On a dans le magazine une interview notamment d'Arno Klarsfeld qui souligne que selon lui, pour Israël, donc il est citoyen franco-israélien, il a fait son service militaire en Israël, donc il est personnellement impliqué, mais selon lui, pour la situation d'Israël, il vaudrait mieux que ce soit Trump que Kamala Harris. Il pense que Kamala Harris pourrait plus facilement déstabiliser la situation en Israël, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Alors, vous aviez dit, Stanislas Tarnowski, nous resterions sous la coupe des États-Unis, même avec Trump. Enfin, ce que vous avez l'air de nous dire, donc, c'est que, si je vous traduis, c'est que l'État profond américain resterait puissant, même sous une nouvelle présidence Trump. Oui, certainement. Ce que Trump a déclaré en termes de politique internationale vis-à-vis de l'Europe, et donc vis-à-vis de la France,
C'est principalement qu'il voulait que ses alliés au sein de l'OTAN contribuent plus au budget de la défense, donc achètent plus d'armes américaines, allègent d'autant le poids que représente la défense du continent européen par l'OTAN pour les États-Unis. Sorti de ça, il n'a jamais remis en cause sérieusement le fait que l'OTAN était le moyen de domination diplomatique et militaire des États-Unis sur l'Europe. Alors, du côté français, la caste politico-médiatique a pris fait et cause pour Kamala Harris, vous l'avez déjà dit. J'aimerais vous poser une question d'ordre sociologique. Qu'est-ce qui différencie en fait les élites américaines des élites françaises, sachant que vous décrivez l'une et l'autre, Stanislas Tarnowski? Alors, on voit une différence, à mon sens, fondamentale. C'est que les élites américaines peuvent être progressistes, peuvent être conservatrices, peuvent être absolument tout ce qu'elles veulent d'un point de vue politique, mais elles marchent vraiment en symbiose avec les intérêts américains. Pour les Américains, défendre l'intérêt national et défendre l'intérêt, alors prenons l'exemple des GAFAM, par exemple des dirigeants des GAFAM, voilà des gens qui... pour la plupart, on va mettre Elon Musk un petit peu à part, mais pour la plupart, collaborent pleinement avec le FBI, avec la NSA, avec la CIA. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils défendent l'intérêt de leur pays et ils pensent d'ailleurs que l'intérêt bien compris de leur pays et l'intérêt donc de ces élites américaines se confondent. En France, c'est un petit peu différent, puisque on a des élites qui, bien souvent, considèrent que l'intérêt de l'Union européenne et ou des États-Unis est quelque chose de plus noble à défendre que l'intérêt de notre pauvre petit pays, qui n'est qu'après tout une puissance moyenne perdue au sein de l'Union européenne. Alors vous avez dans votre magazine préparé une infographie pour le moins éloquente que voici. À vous lire, en fait, nos dirigeants sont donc les relais de la puissance américaine via des programmes comme les Young Leaders ou une organisation comme la French American Foundation. Vous écrivez d'ailleurs que les Young Leaders sont, je vous cite, un vivier macroniste. Oui, tout à fait. Alors, donc sur cette infographie, en fait, on a pris deux exemples. Il y a une multitude de think tanks, de lobbies, de cercles d'influence américains qui, à la différence des lobbies ou cercles d'influence russes, chinois, pakistanais ou Dieu sait quoi, non seulement sont bien vus, mais sont même valorisés en fait en France. Avoir été un Young Leaders de la French American Foundation, avoir été un visiteur international du département d'État, c'est une belle ligne sur un CV. On a donc en fait ici à gauche quelques exemples des Young Leaders. Donc les Young Leaders, c'est 10 jeunes Français prometteurs dans le domaine de la politique, de l'économie, des médias, etc., qui vont avoir un programme d'échange avec 10 jeunes leaders prometteurs américains. Ça vise très ouvertement à renforcer les liens transatlantiques et à prêcher la bonne parole atlantiste au sein des futures élites françaises. C'est un recrutement qui a plutôt bien fonctionné parce qu'en fait, si on regarde donc les Young Leaders et en fait leur pendant, qui est un programme beaucoup plus ancien, donc du département d'État américain, ce qu'ils appellent les visiteurs internationaux, c'est un peu le même principe mais sur des fonds publics. Les visiteurs internationaux du département d'État, ils se vantent d'avoir vu passer dans leur rang plus de 300 chefs d'État dans le monde, c'est considérable. Et là, en fait, on voit sur cette infographie que entre les Young Leaders et les visiteurs internationaux, on a quand même 3 présidents de la République, on a quand même 5 premiers ministres, une foultitude de ministres. Et donc, effectivement, la Macronie est très friande de ce genre de programme. À commencer donc par Emmanuel Macron lui-même, qui est un ancien Young Leader. Mais on a Madame Oudéa Castéra, on a plusieurs ministres, ou anciens ministres d'Emmanuel Macron qui sont passés par ces programmes. Et
Ce sont des programmes, on l'évoquait un petit peu au début, où personne ne vous tord le bras pour s'inscrire. Les gens sont volontaires. Et encore une fois, pour eux, ils estiment ça valorisant. C'est une belle ligne sur leur CV, ça leur donne un beau carnet d'adresses. Et on a une analyse d'ailleurs, au-delà de cette infographie, on a une analyse notamment de Pierre-Yves Rougiron qui explique tout ça très bien, qui explique que en faire partie est certainement un bonus dans une carrière politique, médiatique ou économique. À l'inverse, s'opposer ou en tout cas avoir une certaine indifférence vis-à-vis de ce type de réseau constitue clairement un plafond de verre. D'une certaine manière, ils veulent, en entrant dans ces cercles, faire partie des gagnants de la mondialisation. Vous dénoncez la servitude volontaire, Stanislas Tarnowski, la fascination des élites européennes, françaises, qui fonctionnent donc, si je vous suis bien encore, par le soft power. Alors, je vais quand même jouer l'avocat du diable, Stanislas Tarnowski, mais l'Amérique n'est-elle pas, en effet, fascinante ? Ah, mais absolument. Absolument. Elle a un soft power, vous avez évoqué le mot qui est considérable, qui façonne d'ailleurs non seulement les élites. Alors parmi les anciens Young Leaders, on a interviewé l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo, qui nous expliquait que lui, il avait voulu rentrer dans ce programme parce que il trouvait que les États-Unis étaient un pays formidable, il était fasciné par la culture américaine, et donc voilà, enfin il avait des étoiles dans les yeux quand il en parlait. Ensuite, il en est revenu, si vous voulez. Alors c'est vrai que parfois il y a des erreurs de casting d'ailleurs dans ces programmes, parce que Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, ou Arnaud Montebourg ont aussi fait partie des Young Leaders. Bon, ils sont pourtant pas connus pour leur position atlantiste. Voilà, comme quoi il peut y avoir des erreurs de casting. Mais de fait, la puissance du soft power, les représentations mentales qui font que l'Amérique, c'est le pays des gagnants. On est fasciné par sa puissance, on est fasciné par ce mode de vie, l'American Way of Life. Enfin, ça parle à tout le monde. Mais ça va des élites jusqu'à toutes les couches de la population. Enfin, si vous allez vous promener dans un tribunal où vous avez des petits délinquants qui passent devant un juge, ils vont servir du votre honneur au juge. Parce que le seul contact intellectuel qu'ils ont pu avoir avec la justice ou avec le droit, c'est via des séries américaines où donc on dit votre honneur et pas monsieur le juge. Nous sommes devenus des galoricains, comme le dit Régis Debray, c'est Pierre-Yves Rougiron d'ailleurs qui le cite, me semble-t-il. Nous sommes des galoricains. Oui, nous sommes des galoricains. C'est très frappant sur ce côté volontaire. Ça date pas d'hier d'ailleurs. Parlant de galoricains, on peut citer l'exemple de Jean Monnet. Jean Monnet, le père de l'Europe que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais enfin, qui était quand même, et ça c'est pas complotiste de le dire, hein, ce sont dans des archives qui sont maintenant publiques et tout à fait accessibles, qui était un agent américain, qui était un conseiller d'Eisenhower pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a tout fait pour contrecarrer le général de Gaulle. Il estimait que les nations européennes, et notamment la France, est un cadre dépassé, qu'il fallait construire l'Europe et que l'Europe serait le relais, la courroie de transmission de la puissance américaine sur le vieux continent. Je parle de l'Europe dans le sens de l'Union européenne, bien sûr. Mais alors, bon, on comprend maintenant, si vous évoquez l'exemple de Jean Monnet, la vision des européistes atlantistes, enfin des constructeurs de l'Europe européenne. Que voudrait-il avec Macron, on a le sentiment qu'il rêvait d'une Californie au rabais, il évoquait sans cesse la Startup Nation. Quel est leur rêve avec cette Amérique aussi idéalisée qu'ils voudraient importer ? Alors peut-être que tout simplement, il y a une congruence entre leurs intérêts bien compris. Macron a quand même été un des champions de la vente d'intérêts stratégiques français à des entreprises, notamment américaines, avant même qu'il soit président de la République, quand il était encore secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie de François Hollande. Donc là, vous évoquez l'affaire Alstom. Ce n'est pas un petit dossier. Entre autres, l'affaire Alstom, c'est certainement l'affaire la plus emblématique. Donc 2014, Alstom poursuivi à la suite de l'extraterritorialité du droit américain, avec grâce au levier de l'extraterritorialité du droit américain. General Electric ensuite rachète sa branche énergie et nous la rachetons quelques années plus tard, en 2019-2020 de mémoire. Oui, on essaye de la racheter. Le rachat a connu bien des déboires, et puis effectivement on rachète en plus de ça quelque chose avec un périmètre considérablement réduit, puisque tous les brevets restent chez General Electric, et qu'en fait donc ça ne règle pas le
le problème de souveraineté énergétique et militaire que posait la vente de la branche énergie d'Alstom. Mais donc il y a cet aspect... voilà, il y a cet aspect d'intérêt. Il y a certainement aussi, tout simplement, l'aspect qu'il vaut mieux avoir un strapontin chez le suzerain plutôt que rien du tout. Ma foi, ce sont des gens, alors je pense que de mémoire, c'est Loïc Le Floch-Prigent, que nous interrogeons également dans le magazine, qui disait que chez Emmanuel Macron et dans ses équipes, il y a une espèce d'esprit totalement mondialiste. Pour eux, la France est quelque chose de totalement dépassé. Donc voilà, ils visent à une autre échelle. Et cette autre échelle, elle est dans la roue des Américains, clairement. Les néoconservateurs américains dans les années 2000 qualifiaient leur pays, les États-Unis, d'empire bienveillant, de Benevolent Empire. Omerta, au contraire, vous dites, avec l'historien Eric Branca ou le philosophe Alain de Benoît, que depuis au moins 80 ans, ce n'est pas le cas. Vous revenez sur l'histoire de cette pseudo-bienveillance américaine. Oui, alors la bienveillance, c'est dans le discours. Ensuite, les États-Unis sont effectivement un empire. Ça, je pense que c'est assez clair. Bienveillant, eh bien, non, puisque l'Amérique défend ses intérêts. Et c'est assez simple, en fait. Si vous êtes avec eux, vous êtes dans leur sillage. Vous n'avez pas d'autonomie. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Il n'y a rien de bienveillant là-dedans. On se souvient, par exemple, des réactions américaines quand Jacques Chirac avait refusé d'engager la France dans la guerre en Irak. Il y avait eu des rétorsions importantes. Il y a eu un French bashing tout à fait considérable. Voilà, enfin, il y avait rien de bienveillant là-dedans. Les raids d'entreprises américaines soutenues, comme vous l'avez souligné, par le système judiciaire américain, par l'extraterritorialité du droit, donc contre Alstom, les amendes records contre la Société Générale, enfin, les pressions qu'a subi la France. Au moment de l'affaire des Mistral, donc des navires qui devaient être vendus à la Russie. Tout ça n'a rien de bienveillant. Les Américains sont des gens pragmatiques. Ils estiment qu'ils ont une forme de destinée manifeste. Alors vous citiez Alain de Benoît qui revient en fait sur les fondements culturels et anthropologiques de cette croyance en la destinée manifeste des États-Unis. Ils ne sont bienveillants que dans la mesure où on suit leurs ordres, leurs directives et qu'on achète leurs produits. Alors il y a un grand paradoxe. L'Amérique évidemment est bourrée de paradoxes, mais il y en a un qui me saute aux yeux à vous écouter. On a tendance à percevoir les Américains comme des imbéciles, mais la puissance américaine se fonde sur une supériorité morale et intellectuelle. Les Américains sont continuellement à l'affût des évolutions, ils ont toujours, on a l'impression, un temps d'avance. Vous évoquez les banlieues, je cite, noyautées via des initiatives publiques américaines, de la diplomatie américaine, mais aussi des réseaux associatifs, ONG, notamment la Galaxie Soros, bien sûr. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'elle arrose 1,5 milliard de dollars chaque année dans des organisations progressistes à travers le monde. Que veulent-ils nous imposer en étant à ce point en avance? Pourquoi aussi, plus particulièrement, cette tentative de séduction des minorités, à votre avis, Stanislas Tarnowski? Alors, nous avons dans le magazine un papier à ce sujet qui a été écrit par l'un des spécialistes du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, avec qui nous avons collaboré pour ce magazine. En fait, il faut revenir à la guerre en Irak. Ils se sont aperçus, après la guerre en Irak, le déclenchement des événements en Syrie, qu'il y avait de plus en plus de djihadistes qui venaient de pays européens et donc notamment des banlieues européennes à forte teneur en population immigrée ou d'origine immigrée. Et leur analyse a été de se dire, eh bien en fait ces gens-là sont opprimés. Il faut donc aller leur parler. Ça n'a rien à voir avec une forme d'anti-américanisme traditionnel. Si on va leur parler, si on les écoute, si on les valorise, ma foi, ils vont cesser d'être, pour certains, donc plutôt pro-djihadistes et vont se mettre à aimer les États-Unis comme tout un chacun devrait le faire.
Cette tentative, en fait, a lamentablement échoué. Bon, d'abord parce que le diagnostic était probablement faux. Il y avait plein d'autres facteurs, enfin, que des oppressions réelles ou supposées. Et voilà, ils ont fini par semer les graines d'encore plus de radicalisation islamique en fait au sein de ces banlieues, puisqu'après avoir agi directement, ils ont sous-traité au Qatar, dont on connaît les liens avec certaines mouvances islamistes. Et ma foi, ça s'est retourné contre eux. Alors, bon, le monde évolue, il n'est déjà plus ce qu'il était il y a 50, 80 ans. On évoque désormais un monde multipolaire, si l'on écoute les discours notamment russes, polycentrique, si on écoute des discours un peu plus occidentaux. Le monde décidera-t-il à notre place? Liquidera-t-il, selon vous, les États-Unis à notre place, avant nous? Et serons-nous en retard, en fait? Alors, liquider les États-Unis, honnêtement, si ça doit arriver, ça ne va pas arriver tout de suite. Les États-Unis restent quand même une puissance absolument formidable. Elle est de plus en plus contestée, effectivement, de par le monde. Mais la puissance de son innovation, sa capacité de rebond que vous soulignez tout à l'heure, est quand même tout à fait conséquente. Économiquement, ils sont encore très puissants, même si la Chine devient maintenant la première puissance économique mondiale. Donc oui, l'impérium américain est clairement de plus en plus contesté, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Europe de l'Est, enfin un peu partout dans le monde, sauf en Europe de l'Ouest finalement. Donc à ce titre, il est à craindre que oui, le monde décide à notre place. Pour l'instant, on ne voit pas tellement de dirigeants français. En Europe, alors on a le cas d'Orban qui est un petit peu particulier, mais il y a très peu de dirigeants français ou européens qui remettent en cause cet impérium américain sur les affaires européennes. On ne peut qu'espérer que nous ayons prochainement des dirigeants qui se saisissent de cette recomposition géopolitique pour recouvrer notre indépendance et à minima une forme d'autonomie. Autonomie et indépendance, ce sera le mot de la fin. Stanislas, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Omerta et que vous venez de publier le nouveau numéro Trump, l'Empire contre-attaque, qui sera disponible jeudi en kiosque, si j'ai bien compris. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde. Rendez-vous tous les mardis soirs. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre et évidemment de nous commenter. Merci à tous et bonne soirée.